Bonjour, quasi bonsoir pour cette fin pas encore la toute fin, mais pour cette fin du programme de conférence, en tout cas du jour 1 de Supply Chain Event, pour une intervention qui associe le groupe SEB et le cabinet de conseil Diagma. Je vais me borner à en lire le titre qui vous donne un aperçu, mais qui ne livre pas le sel de cette intervention. Donc le groupe SEB conçoit et optimise son réseau de distribution e-commerce européen D2C en croissance avec Diagma. Je remets les clés, en tout cas pour l'animation, à Cathy Polge de Diagma, et qui va nous présenter les intervenants et puis amorcer cette discussion. Je vous rappelle quand même qu'il y a toujours la possibilité de poser des questions à la fin de l'intervention. N'hésitez pas à noter dans la marge les petits points d'interrogation qui vous permettront de réagir au plus vite. Merci beaucoup Maxime. Cathy, messieurs, pour cette entrée en matière. Écoutez, bienvenue à tous. Merci d'être là. Nous allons parler, comme vous l'avez compris, de supporter la croissance par rapport à des livraisons direct to consumer. Avec nous, pour en parler, un projet qui a été mené en collaboration avec Diagma et le groupe SEB. Donc j'ai trois intervenants à mes côtés pour parler de ce projet, que je vais laisser se présenter. On va commencer par Seb. Erwan, je te laisse te présenter si tu veux bien. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous cet après-midi. Donc, moi, j'ai rejoint le groupe SEB il y a un peu plus de 5 ans pour construire et puis après développer l'activité logistique direct to consumer. Direct to consumer, j'y reviendrai un peu après, c'est les ventes e-commerce sur nos sites web de groupe SEB, donc les marques Tefal, Roventa, Moulinex, qu'on vend et qu'on expédie directement aux consommateurs. Et puis avant SEB, du coup, j'ai passé un peu plus de 12 ans chez L'Oréal, plutôt en planification, soit demand planning, SNOP ou chef de projet. Merci Erwan. Léandre? Oui, bonjour à tous et à toutes. Léandre Boulez, associé de Diagma. On accompagne SEB sur plusieurs projets. On a accompagné ces dernières années SEB sur plusieurs projets. Et donc, j'étais ravi d'être le directeur de projet sur ce qui va vous être présenté aujourd'hui. Merci Léandre. Et Régis, last but not least. Bonsoir, Régis Omaoni. Moi, j'ai un peu plus de 25 ans d'expérience en supply chain, à la fois dans le conseil au sein de Diagma et dans l'industrie pharmaceutique en tant que directeur supply chain et achat. Et j'ai eu la chance d'être un des acteurs Diagma dans ce projet. Donc vous l'avez vu, un beau parterre d'intervenants. Nous allons vous proposer une présentation en 5 points. Bien sûr, vous présentez qui est le groupe SEB. On ne le présente plus, un des leaders de l'électroménager, mais on en saura un peu plus en quelques chiffres dans quelques instants. Une courte présentation du cabinet de conseil spécialisé en supply chain qui est Diagma. La présentation du canal des ventes direct to consumer que Erwan vient de déflorer au moins pour le concept. Et puis bien sûr le projet. Et comme l'a souligné Maxime, nous garderons un temps de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à les préparer d'ores et déjà pour un feu nourri de questions-réponses à la fin de cette présentation. Donc sans plus tarder, je passe la parole à Erwan pour nous présenter le groupe SEB en quelques chiffres. Voilà, donc pour planter le décor, on va commencer par un petit quiz. Donc du coup, la question est facile. C'est combien de produits groupe SEB sont vendus par seconde dans le monde? Est-ce que c'est 5, 7 ou 13? J'ai besoin dans le public qu'on se prononce à haute voix. Alors, qui est pour le 5? Une voix. Qui est pour le 7? Une majorité. Et qui est pour le 13? Ouais, ils ont tout compris, bravo. Bravo, félicitations. Effectivement, 13 produits par seconde. En fait, ça correspond à peu près 416 millions de produits vendus et commercialisés dans 150 pays. Et du coup, Groupe SEB a une position de leader dans plus de 30 marchés à travers le monde. C'est-à-dire qu'en part de marché, c'est le numéro 1 du petit électroménager dans un pays donné. Pour vous présenter un peu les marques du groupe, il y a un portefeuille de 45 marques, ça pour faire à peu près un peu plus de 8 milliards de chiffre d'affaires. Et donc c'est divisé en 3 pôles, les marques grand public,
Les marques premium, donc c'est celles qui ont un positionnement un peu plus haut de gamme dans notre portefeuille, et des marques qui sont professionnelles, qu'on adresse plutôt directement en business to business. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur les marques en public, là où on accélère le plus en fait sur notre activité online D2C to consumer. Encore pour planter le décor de Groupe SEB, donc rapidement, c'est 47 sites industriels en France, donc encore une grosse base de production au niveau de la France. 17 en France et 47 dans le monde entier, avec un deuxième pôle en Asie assez évidemment, et puis on a encore une grosse base en Allemagne et quelques usines dans la partie américaine. Pour vous expliquer un peu le modèle de distribution des produits et un peu notre jargon interne, ce sera plus facile pour suivre la présentation. Comment on distribue nos produits? On a ce qu'on appelle direct to consumer, online et offline. Donc online, c'est les ventes sur Internet. Offline, c'est dans les réseaux de boutiques. Donc des magasins que Groupe SEB a en prod, dans lesquels vous pouvez acheter. En France, c'est plus connu sous le réseau Home & Cook, qu'on retrouve plutôt dans les zones de déstockage sur la France. Après, on a Amazon. Donc Amazon, c'est du business to business. Il est suffisamment gros pour être mis tout seul. Et après, il y a le e-commerce. Le e-commerce, donc c'est tout ce qui n'est pas Amazon, mais que du coup, on peut retrouver en vente chez des e-commerçants, des marketplaces. Les spécialistes, c'est tout ce qu'on peut appeler darty boulanger, là où on va chercher un peu du conseil en magasin sur les produits. Et après, la grande distribution, où du coup, le consommateur doit se débrouiller avec ce qui est marqué sur les packaging. Donc une multiplicité de canaux. Ouais. Nous, on se focalise sur, merci Régis, sur le D2C online, donc vraiment la partie à gauche. Et du coup, on est là pour parler un peu de logistique. Donc le réseau SEB, c'est 70 entrepôts dans le monde. Et historiquement, très focalisé sur une activité business to business. Et on va voir du coup la disruption que le canal de vente e-commerce et D2C a apporté dans notre réseau. Donc merci Erwan pour cette courte présentation d'un mastodonte mondial. Léandre, si tu veux bien nous dire quelques mots sur le cabinet de conseil Diagma. Oui, très rapidement, puisque le sujet aujourd'hui c'est SEB. Mais Diagma, on est un cabinet de conseil spécialisé en supply chain. Nous accompagnons depuis plus de 50 ans nos clients dans la transformation de leur organisation supply chain, qu'il s'agisse de l'exécution, quand on est sur des opérations logistiques ou de transport, des appels d'offres, des redimensionnements, des recherches d'infrastructures, jusqu'à la stratégie, l'optimisation des processus order to cash et toutes autres interventions. On intervient beaucoup dans le commerce, mais aussi dans l'industrie. Et ici, avec SEB, on était vraiment à la frontière des deux, puisque finalement, c'est un industriel qui fait du commerce. Donc, on va voir comment il le fait. Voilà, très rapidement, simplement, vous voyez ici des clients moins de 5 ans, parce que si on remonte 50 ans en arrière, c'est bien pire. Donc, vous voyez qu'on est présent dans à peu près tous les secteurs économiques. Et en particulier, vous voyez SEB en bas à gauche dans la partie industrie d'assemblage, même si, encore une fois, aujourd'hui, on veut parler commerce avec SEB. Donc, merci également pour cette présentation de Diagma. On va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail de ce que représente justement ce canal de vente D2C, donc D2C online. Est-ce que, Erwan, tu peux nous dire un peu mieux de quoi on parle et ce que ça recoupe? Aujourd'hui, on en est où, et plutôt comment c'est né cette volonté de créer ce nouveau canal de direct to consumer online? Alors, pour vous représenter, en fait, je voulais vous proposer un petit peu d'histoire pour vous montrer d'où c'est parti. Donc, le direct to consumer chez SEB, de manière assez structurée, c'est assez récent. On va dire que ça démarre à peu près en 2019. Historiquement, c'est vraiment un groupe qui faisait de la vente business to business. Et au tout départ, c'est vraiment la start-up dans un grand groupe. J'ai dit, ça faisait 8 milliards et l'objectif qu'on avait la première année, c'était de faire environ 1 million d'euros. Donc c'est la toute petite start-up, 3 personnes, où on part de rien et il faut tout créer à la fois en fait, de l'écosystème des sites web jusqu'à l'activité logistique qui permet d'expédier. Donc à faire une preuve de concept que ça fonctionne, qu'on sait l'opérer. Et une fois qu'on a validé cette première étape-là, ça a été une phase d'expansion hyper rapide parce que du coup, on avait des marques
forte à déployer, connue des consommateurs. Donc là, il fallait ouvrir des nouvelles marques, type Moulinex, Krupp ou Tefal, et à travers tous les pays d'Europe. Donc c'était du coup une marque, un pays, et avec un plan de rollout, on a appelé ça, très intensif sur 1 an et demi, où l'objectif d'un point de vue supply chain, c'était d'arriver à suivre la montée en puissance des expéditions et à ne pas freiner la croissance tout en venant un peu complexifier, étoffer l'activité qu'on faisait. Et puis, dernière étape, c'est la partie que j'appelle plus de structure. Donc vraiment, ici, il a fallu se projeter, voilà, on a un business model qui fonctionne et qu'on veut pérenniser. Donc du coup, c'est de définir les capacités cibles pour absorber la croissance à venir encore et aussi de se dire c'est quoi nos ambitions en termes de service. Est-ce qu'on veut de la livraison en 24 heures, en 2 heures, ou est-ce que 5 jours c'est suffisant? Toutes ces questions-là, on s'est posées pour se dire c'est nos données d'entrée, on ne sait pas trop comment les moduler et ça par contre ça va être structurant pour développer notre réseau de demain. Et puis il y a aussi eu cette phase où la start-up initiale, elle a dû s'intégrer dans le gros groupe pour recoller avec nos process supply chain et SNOP, donner un signal propre du coup à nos usines par exemple, mais aussi dans la partie marketing, offre produit. Il y a eu vraiment toute cette transition de synergie sur des processus groupes. Et donc en fait, on avait besoin d'établir une stratégie pour se dire ok, c'est quoi notre plan pour les 3 prochaines années, les 5 prochaines années, comment on va absorber cette croissance. Et on s'est dit il y a un schéma directeur pour structurer notre approche et se dire voilà comment on va accompagner en fait la croissance du business. Et il y avait besoin de l'établir rapidement. On avait un sens de l'urgence avec la croissance des volumes qu'on avait vu, qui était quasiment à 3 chiffres. Au démarrage, on était sur du 100% ou 200% de croissance. Quand on part de zéro, remarquez. Voilà, c'est de la croissance. Mais ça monte assez vite. Et donc, il y avait un besoin de ne pas tergiverser trop longtemps de c'est quoi le bon setup pour accompagner cette croissance future. D'où l'appel à Diagma. Après, si je vous présente un tout petit peu, qu'est-ce que c'est le direct-to-consumer online aujourd'hui en Europe. Donc, je vous ai remis la carte de l'Europe avec plusieurs couleurs. En fait, les couleurs, ça définit un peu ce qu'on appelle corps modèle. Le corps modèle, c'est un fourre-tout. Donc, j'ai essayé de vous le décrire. C'est plutôt, ça décrit une architecture de flux entre nos sites web et nos entrepôts. Et grosso modo, ça peut être un mix un peu technologique de c'est quoi notre site web, c'est quoi nos ERP qui fonctionnent et comment ça dialogue avec un WMS d'un entrepôt. Donc on a la partie qu'on appelle Europe de l'Ouest, la partie Europe de l'Est, et puis en vert, tous les pays un peu satellites où on s'est posé la question, ils ont été créés de manière indépendante, soit parce que c'est des raisons de marque, de systèmes différents, ou alors vraiment de réseaux logistiques complètement indépendants comme le UK. Et une des questions qu'on avait, c'était pour accélérer, est-ce qu'il faut qu'on les fasse rentrer dans nos corps modèles ou pas? Et ça nous permet en fait d'adresser du coup toutes nos marques que vous voyez et tous les canaux de vente. J'oublie quelque chose ou pas sur ces... Peut-être pour compléter ce que tu disais, c'est intéressant parce que marque par marque, la situation peut être très différente. Je donne juste un exemple. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent la marque WMF. C'est une marque qui n'est pas connue en France, mais qui est extrêmement forte et connue et reconnue en Allemagne. Et bizarrement, le deuxième marché de WMF, après l'Allemagne, c'est l'Espagne. Parce qu'un jour, une équipe commerciale a décidé de développer WMF en Espagne. Sauf que ça pose un problème logistique amusant. C'est soit mon entrepôt central pour la marque est en Allemagne, mais livrer l'Espagne, ça va être coûteux en D2C. Soit je décide d'en mettre 2, mais comment je répartis? Parce que WMF a un assortiment très large, avec des produits avec des points de valeur très différents entre des produits plus proches de ceux qu'on va trouver, par exemple, sur les machines à café dans d'autres marques comme Krups, mais aussi avec de la coutellerie qui a une très très forte valeur et donc qui peut être facilement expédiée. Donc c'est toutes ces problématiques-là, à la fois de marque, de géographie, de système, d'organisation qu'il a fallu traiter en même temps pour trouver le chemin. Et comme on est sur un industriel, on est sur quel type de référence? C'est pas un retailer avec une long tail, où on est quand même là. Si, on a quand même une long tail. On est à peu près dans quel nombre, enfin la valeur, pardon, la grandeur du nombre de références? Dans le nombre de SKU, en fait, on va appeler les marques
Core, plutôt donc les marques Tefal, Moulinex, Roventa, on est sur un assortiment de 1000 à 1500 références. Et puis, par exemple, pour donner un autre ordre de grandeur, WMF en Allemagne, c'est 3000 références. Parce que du coup, il y a toutes les tailles de petites cuillères, toutes les tailles de fourchettes, toutes les tailles de poêles qui font aussi la force de la marque comme une marque premium. Donc, c'est vraiment deux choses logistiques complètement différentes. Et après, avec des tailles de produits aussi qui varient du coup de la spatule en plastique à la grosse centrale vapeur ou gros ventilateur, même des climatisations. Et au départ, en fait, comment ça se répartissait la logistique par rapport à ces deux grandes zones qui ont des corps modèles? Du coup, la stratégie de démarrage, c'était plutôt, ne sachant pas faire, on s'est appuyé sur un centre plutôt unique d'expertise pour après déployer les marques. On y reviendra après, on s'est appuyé du coup sur PFS Web en Belgique pour déployer en Europe. Mais on s'était dit, il faut développer cette activité, créer un flux informatique sur un entrepôt, acquérir de la compétence avant pour déployer et savoir comment faire. VMF, du coup, pareil, ils avaient un entrepôt sur lequel on capitalise pour après aller attaquer des marchés. D'accord. OK. Et donc, une problématique de croissance. Exactement. Donc, je disais 2019-2023, croissance vraiment du coup très forte à 3 chiffres, mais en partant de pas grand-chose. Mais ce qui fait que maintenant, c'est quand même une activité qui est tout à fait raisonnable. Et en fait, la croissance, elle continue à être là, elle continue à être accélérée. C'est un plan stratégique de SEB de vraiment venir avoir les mêmes parts de marché sur Internet que ce qu'on a historiquement dans les magasins. Donc c'est un axe stratégique du groupe. Donc on a encore des belles croissances à devoir effectuer et c'est nécessaire de se structurer pour y arriver. Et donc c'est là qu'entre en scène Diagma. On va pouvoir parler du projet, mais comment vous arrivez à Diagma et pourquoi en fait vous faites appel à un cabinet de conseil et pourquoi Diagma? Du coup en fait on avait une intuition. On se disait bon. On avait plusieurs faits. Hein. C'était des marchés type Espagne qui disaient c'est long à être livré depuis la Belgique. On avait une intuition que du coup avec tout ce qu'on a, tout le volume qui était maintenant présent, il y avait de l'optimisation aussi à faire dans nos coûts. Et donc l'objectif c'était de confirmer cette intuition pour se dire est-ce que du coup est-ce qu'il y a un projet et en fait de se dire aussi qu'est-ce que ça nécessite, qu'est-ce qu'il va falloir mettre en œuvre. On voit qu'à chaque fois sur un projet e-commerce, en fait, il y a des investissements. Donc, il fallait que en fait, notre intuition de gain de coûts logistiques soit tangible pour aller déclencher des investissements. Donc, le premier truc qu'on cherchait à vouloir vraiment quantifier, c'est quoi notre gain et avoir une approche un peu structurée pour pouvoir la faire et suffisamment solide pour déclencher des investissements sur notre infrastructure technologique, on va dire. Pour ça, du coup, on s'est appuyé. L'objectif de l'étude, elle avait 4 piliers. Les 2 principaux, c'était vraiment des analyses comparatives, donc d'être capable de se dire par rapport aux meilleurs du secteur, comment on se positionne, d'évaluer du coup, nous, quel niveau de service collectivement on veut obtenir pour le groupe SEB et à quel coût ça s'obtient. C'est pas le même coût en fait de faire du click and collect en 2 heures ou de la livraison dans la journée que de faire en fait une livraison en 3 à 5 jours. Et du coup, c'était important que notre équipe business se positionne sur quel niveau de service je veux avoir pour développer mon chiffre d'affaires. Et du coup, nous, en conséquence, designer le bon réseau pour faire face à ça. Donc, on a eu toute cette phase un peu pédagogique de c'est quoi en fait les best in class. On y reviendra avec Régis. Et comment on veut se positionner. Et après, vraiment, il y avait la partie financière. On a un très fort contrôle de gestion chez SEB. Il fallait que le dossier soit bien bouclé pour se dire derrière, OK, on a un modèle qui marche, mais pourquoi, la question qu'on me posait, c'est pourquoi vous voulez tout casser au bout de 3 ans, en fait. Voilà. Et donc, du coup, c'était d'arriver à montrer vraiment les gains qu'on allait aussi obtenir pour financer les projets. Régis, je te laisse la main. Et donc, qu'a fait Diagma pour répondre à ces besoins, Régis? Alors, nous avons travaillé sur une méthodologie en 3 étapes. Une première étape de modélisation de l'existant, donc
On va s'appuyer sur des analyses quantitatives pour bien modéliser les flux, les coûts, les stocks. L'analyse quantitative, ça fait partie de l'ADN de Diagma. Ça permet de effectivement construire une base solide et puis sur laquelle on pourra s'appuyer après dans les étapes ultérieures. Et évidemment, données d'entrée très importantes dans l'e-commerce. Nous avons fait un petit focus sur la partie lead time et positionnement de SEB en termes de lead time par rapport à ses concurrents. On aura une petite illustration tout à l'heure dessus. La deuxième étape est une étape de simulation où on va stretcher tirer dans tous les sens toutes les solutions possibles et existantes. Donc là, le point d'entrée important, c'est de faire ça au travers de séances de brainstorming avec les équipes de SEB, où on part dans les délires les plus fous pour arriver à des scénarios les plus réalistes, dans une logique d'entonnoir. Donc, participation dans des ateliers de brainstorming, c'est évidemment une bonne façon d'impliquer les équipes. Un projet réussi, c'est pas quand c'est un projet Diagma, c'est un projet fait avec Diagma, ce qui est un peu différent. Et puis la troisième étape de établissement de la feuille de route. Donc l'ensemble de ce projet, c'est à peu près 3 mois d'analyse et d'études, ce qui est assez standard sur ce type de projet. Et nos clients sont souvent, ils attendent aussi des cabinets de conseil qu'on puisse avoir des benchmarks. Donc ça a été le cas pour SEB. Tu peux nous dire un peu comment on a présenté un peu les choses? Oui, pour faire un focus sur la partie lead time, évidemment, c'est important. On a pu, vous le voyez devant vous, faire une cartographie des délais de livraison alors dans les différents pays qu'on a anonymisés, A, B, C, D jusqu'à H. Et on a pu comparer le lead time moyen de SEB, qui est symbolisé par son petit logo, et en comparaison par rapport à Amazon, par rapport à des concurrents directs, j'ai envie de dire, de type Philips, Electrolux, DeLonghi, Dyson. Et puis par rapport aussi à des distributeurs, les Darty et Boulanger.com en particulier, en tout cas en France. Donc on a pu avoir cette cartographie un peu des positionnements. Ça, c'est évidemment une donnée d'entrée très, très, très importante et très structurante dans la définition du réseau de distribution. Ça a permis aussi au sein du groupe SEB d'éliminer les ayatollahs du tout en une heure, de trouver le juste milieu entre un délai qui est raisonnable et un coût qui l'est aussi. L'idée n'était pas d'aller forcément au meilleur délai, mais de rester dans des délais raisonnables par rapport à l'ensemble de l'environnement concurrentiel, on va dire. C'est intéressant parce que finalement, on voit qu'il y a quand même de très fortes disparités entre les pays. Donc, ça veut dire qu'on arrive quand même en 2 corps modèles à adresser finalement toutes ces disparités. Oui, c'était l'objet aussi de cette définition du réseau. Juste pour conclure sur le délai raisonnable, c'était celui qui permettait, une fois le panier validé, de cliquer sur paiement, comme vous avez pu le faire ou comme vous le faites souvent. Donc c'était ça le bénéfice, en tout cas ce qu'on recherchait. Donc trouver le bon équilibre entre service et coût. Donc effectivement, des impacts sur certains pays. Donc cette analyse-là, plus une modélisation des coûts qu'on ne vous présente pas, mais fait qu'on a réussi à mettre en avant une feuille de route avec différentes priorités d'implantation et feuille de route que Kerwan va vous présenter. Tout à fait. Ouais. Alors du coup, une feuille de route où on va reprendre un peu les 2 couleurs. Je l'ai rappelé, l'enjeu, c'était pas forcément un rétro-planning, c'était surtout une réponse à la croissance, de se dire on a une ambition de croissance en fait
dans certains marchés et il faut aller la chercher le plus rapidement possible. L'étude, du coup, elle a permis de valider toute l'équation économique. Donc, on vous a épargné le tableau de restitution qui est assez dense, mais on a fait rentrer vraiment tous les paramètres pour vraiment bouger les curseurs et se dire voilà quels sont les gains tangibles et qu'est-ce que ça nous permet d'investir. Et du coup, sur la partie Europe de l'Ouest, en fait, on a eu un premier bloc qui venait aussi gommer un irritant fort pour le marché espagnol qui était la délai de livraison depuis la Belgique. Donc de déployer un entrepôt direct to consumer en Espagne. Ça, c'était en février dernier. Et puis, du coup, on en a ouvert un deuxième cette année, là, il y a un peu moins d'un mois en Italie. Donc, même chose, on voyait qu'il y avait un irritant sur la partie lead time. Tout l'exercice sur les délais de livraison, ça a permis de bien caractériser comment on vient adresser l'Italie, qui est un pays pas terrible pour la logistique, hein, c'est très en longueur, donc du coup il n'y a pas un bon endroit si on regarde la carte. Après, si on regarde en fait où est les populations avec du pouvoir d'achat, et ça c'est des éléments qu'on a pris en compte dans l'étude, en fait on voit qu'il faut plutôt se positionner dans le nord pour attaquer le marché et là où on veut développer nos parts de marché. Donc ça nous a permis de positionner l'entrepôt sur cette partie-là. Et puis du coup ça a permis aussi de montrer l'étude que notre partenaire de Belgique était bien positionné pour continuer à accélérer en fait, sur nos géographies de France, Belgique. Et puis on avait quand même un point de décision là, interne pour définir la fin de la roadmap. On est encore sur un projet ongoing, donc la fin et on vous l'a mis sur un bloc, mais grosso modo on a notre partenaire historique qui continue à nous supporter dans toute la croissance. Et après, je vais passer sur la partie Europe de l'Est. Donc l'Europe de l'Est, ça a permis de se dire, on avait des pays satellites type la Roumanie qui avaient démarré en fait de manière indépendante et on s'est dit, voilà, eux, on va les structurer dans notre corps modèle. Et puis des ajustements, là où on avait fait un regroupement de pays avec la Pologne qui était mélangée avec la Slovaquie, la République tchèque. En fait, le modèle nous a montré que la Pologne était suffisamment spécifique, suffisamment grosse, avec des particularités de time to market très fortes. Il y a une marketplace qui s'appelle Allegro là-bas. Amazon n'existe quasiment pas en Pologne. Et le leader s'appelle Allegro. Et lui, il met des ambitions de lead time très forts pour ses consommateurs. Et si on n'est pas là, les gens ne vont pas cliquer sur Seb si on fait une offre en 48 heures. Donc du coup, c'est ces ajustements-là aussi qu'on a pu mesurer, benchmarker, positionner. Et du coup, ça nous a donné en fait ce jalon de développement avec la Pologne en priorité, une restructuration de notre modèle pour tout ce qu'on appelle les pays de l'Europe centrale et la création de ce sous-cluster du sud de l'Europe de l'Est. Là, il faut être un peu expert en géographie, mais Roumanie, Bulgarie, où en fait on a quand même nos produits ont un fort potentiel de croissance sur ces géographies avec une grosse tendance e-commerce. Donc il fallait les avoir dans la carte pour nos projections futures. Et justement, comment on fait ces clusters de pays? Parce qu'il y a tellement de critères. Quand est-ce qu'on décide? Est-ce que c'est une question de volume atteint qui fait qu'on va mettre un autre entrepôt pour gérer les volumes? Est-ce que c'est, en attendant, c'est raisonnable en termes de délai, comme on l'a vu, d'avoir un entrepôt qui dessert tous ces pays? Enfin, comment on fait ces regroupements? C'est pas évident, en fait. Il y a une donnée qui est clé, c'est la densité de valeur par produit. Ça, c'est Léandre qui nous l'a... C'est notre petite marotte chez Diagma, c'est-à-dire que plus un produit a une densité de valeur élevée, plus finalement le poids relatif du transport par rapport au coût du stock diminue. Et donc, sur un produit à très forte densité de valeur, avec un seul point en Europe, ça marche bien. C'est ce qu'on trouve dans le luxe. Et j'ai les moyens de payer un service rapide parce qu'il va coûter quelques euros de plus, mais face aux centaines d'euros de la valeur de produit, finalement, c'est supportable. Chez Seb, avec quelques exceptions sur les marques premium, mais le gros du volume, on est sur des densités de valeur moyennes, c'est-à-dire de 1000, 2000 euros le mètre cube à peu près. Donc c'est bien, mais ce n'est pas fracassant. C'est normal, c'est la structure des produits qui veut ça. Je veux dire, c'est partie de la base. Donc, on a vraiment intérêt, le coût du stock, le surcoût d'avoir plusieurs points est supportable. Par contre, si on peut gagner en transport, c'est bien. Et typiquement, par exemple, on sait qu'en Allemagne, le transport D2C est extrêmement concurrentiel, parce qu'il y a 3 acteurs qui se fracassent, qui sont DHL,
GLS et Hermès. Si vous êtes capable d'injecter chez eux directement, vous obtenez des tarifs qu'on n'obtient nulle part ailleurs en Europe. Mais il faut pouvoir le faire. En Pologne, c'est la présence d'Allegro qui est majeure. Aux Pays-Bas, c'est celle de Bol. Donc la situation est différente, la situation du marché est différente, la situation de SEB aussi est différente, les marques ne sont pas les mêmes, les positionnements ne sont pas les mêmes. Il se trouve que sur l'Italie, ça a été l'opportunité que l'entrepôt B2B de SEB en Italie déménageait et qu'on pouvait y adjoindre une activité D2C. Bon, très bien, SEB a tiré parti de cette opportunité et on l'a modélisé l'opportunité. Donc c'est vraiment une réponse tactique. Mais on retrouve, encore une fois, quand on est un e-commerçant, et on le voit par exemple chez des gens qui ont des Amazon, typiquement, ou Zalando, ont ce type de raisonnement de grouper, d'avoir des clusters. Alors Amazon, dans les pays où il est très fort, mais il y a plein de pays où il n'est pas. On ne le sait pas en France parce que nous, on le voit comme un acteur majeur. Mais Amazon n'est quasiment pas aux Pays-Bas, pas très fort en Belgique, commence à l'être, quasiment pas en Pologne, quasiment pas en Scandinavie, etc. Donc là, il y avait des opportunités à aller chercher. Alors certains pays, comme le disait Erwan, sont restés dans leur modèle local, parce qu'en Scandinavie, par exemple, c'est une marque OBH qui est très forte localement, mais qui est nulle part ailleurs. Donc il n'y avait pas de sens à regrouper les flux. En Grèce aussi, c'est un peu particulier. Donc, mais cette situation-là, nous, on la voit régulièrement. On a travaillé pour d'autres industriels ou distributeurs dans des produits avec cette densité de valeur intermédiaire qui veulent placer de la distribution e-commerce dans toute l'Europe, et on retrouve à peu près les mêmes clusters. Donc c'est une notion de géographie qu'on retrouve. Encore une fois, à l'opposé, dans le luxe, un seul site, toute l'Europe, quand ce n'est pas carrément le monde entier, mais au moins toute l'Europe, c'est beaucoup plus, les pièces de rechange, beaucoup plus évident. Ouais, voilà. Ça peut le faire. Ok, donc on voit que c'était vraiment pas simple. Donc quels ont été les principaux apports de Diagma, finalement, Erwan, si vous deviez les résumer? Du coup, je pense que un premier truc clé, c'était vraiment clarifier le périmètre en interne. Là, on a compris effectivement que on c'était avait pas... les idées un peu claires en logistique, mais vraiment nos partenaires business, on était absorbés pour développer de la croissance, du chiffre, de l'acquisition de trafic, etc. Et du coup, les aspects logistiques, c'était pas vraiment clair pour les décideurs. Qu'est-ce qu'il fallait, qu'est-ce qui relevait vraiment de l'aspect transport, warehouse, qu'est-ce qui pouvait être des irritants plus technologiques liés à nos sites web, etc. Donc du coup, l'aide, elle a permis vraiment de détourer, voilà, où est-ce qu'on va mettre les pieds et quel curseur on va faire bouger, et où est-ce qu'on va répondre à un développement de la croissance du chiffre d'affaires, et aussi ce qu'on va laisser de côté. C'était hyper important qu'on identifie bien ce qui ne sera pas traité dans l'étude du schéma directeur et qui peut être traité dans d'autres études. Et ça, c'était les premiers STIRCO. Il y a eu toute une phase aussi après vraiment d'appropriation du sujet, et une volonté de repartir de la page blanche en se disant, si on doit reconstruire un réseau depuis le début, sans contrainte, où est-ce qu'on se positionne, quoi. Et mon idée de mettre un entrepôt en Corse pour adresser l'Italie et l'Espagne n'a pas été retenue. Et donc du coup, cette approche de la page blanche, en fait, nous a permis de faire plusieurs scénarios, nous aider à la décision, à s'approprier les modélisations. Ça a permis de confirmer qu'en fait, PFS en Belgique, il fallait continuer à s'appuyer dessus aussi pour pouvoir développer notre réseau futur, et de se dire on a des opportunités à soit un peu restructurer l'Europe de l'Est, soit à vraiment créer des points d'expédition en Europe du Sud, comme on l'a montré. Donc ça, c'était la deuxième force, et peut-être la troisième force de l'étude, ça a été la capacité en fait à avoir un business plan hyper solide et une vision très synthétique qui a permis d'aller déclencher des investissements sur le type d'investissement que le projet représente. En fait, comme c'est une initiative très stratégique pour le groupe, c'est au niveau du CEO et du COMEX qu'on vend en fait ces orientations-là d'investissement. Et du coup, en fait, l'apport de Diagma là-dessus nous a aidé en fait à faire une prise de décision rapide et à enclencher un projet très très vite. Et ça va être la transition après. Mais en fait, on a pris la décision, c'était au niveau de l'été 2024, avec une première implémentation en janvier-février 2025. Donc c'est très rapide, et il a fallu prendre des décisions d'investissement
jusqu'à ce niveau-là, et vous avez apporté l'aide à clarifier. Et est-ce que je dis moins, mais du coup je revois la slide. L'intuition de départ en fait de 1 point de marge opérationnelle gagnée, on est allé au-delà en fait. La modélisation a permis de valider un business plan plus fort que ça, donc ce qui nous permettait finalement de faire des gains d'OPEX pour financer du CAPEX de développement d'infrastructures. Avant de passer à la mise en œuvre, je crois qu'un projet comme ça, ce que ça permet pour les dirigeants de SEB, c'est OK, il y a une intuition, même si elle est partagée, ce n'est pas une démonstration. Et ce qu'on fait dans des projets comme ça, c'est qu'on passe de l'intuition à la démonstration. Parfois, ça modifie l'intuition, ça l'adapte. Souvent, heureusement, les dirigeants connaissent leurs affaires et donc c'était tout à fait des intuitions valables. Mais là, on a des chiffres solides, ancrés, partagés, qui permettent de dire, OK, on y va, ça vaut le coup, et on est sûr du résultat. Et effectivement, le résultat, il est là. On va le voir avec la mise en œuvre. Et c'est pas trop compliqué. Enfin, pour le coup, on doit se sentir un peu plus à l'aise vis-à-vis du COMEX quand on arrive avec des chiffres, quand on arrive pour les décider à finalement lâcher de l'argent, parce que quelque part, c'est ça, quoi. À vous faire confiance en interne pour mener les projets. On sait que c'est pas rien quand même dans une entreprise. Non. Et du coup, en fait, on avait travaillé l'approche. Ça faisait partie un peu du brief de la mission. C'était de se dire quelle va être l'approche pour aller convaincre le CFO, etc. de ce projet-là. Et c'est aussi une force en interne d'avoir une étude solide parce que les personnes changent. Et moi, 2 ans après, on continue à s'appuyer sur l'étude pour réexpliquer voilà pourquoi on en est là, pourquoi on a fait ces choix. C'est pour ça qu'on fait des investissements. Parfois, dans toute transformation, il y a un peu des investissements jetables, mais en fait, on sait qu'ils sont nécessaires. Et du coup, c'est vraiment assez puissant comme outil derrière pour embarquer toute l'organisation dans la transformation. Et justement, alors pour rebondir sur la transformation, Diagma ne s'est pas contenté, entre guillemets, que de faire, de convaincre le COMEX avec des études. Il est aussi entré un petit peu les mains dans le cambouis pour aider cette transformation, Régis, c'est ça ? L'intuition était bonne, donc le projet a été bien enclenché et enclenché rapidement. C'est pour ça qu'il y a, vous voulez, un petit rouleau compresseur. Et en parallèle de ça, sur le périmètre PFS, donc le partenaire qui est là, que je salue et que je vous invite à aller voir si vous avez besoin d'un e-commerçant engagé. En parallèle de ça, il fallait accompagner la croissance avec PFS, accompagner la croissance, accompagner les pics d'activité. On n'en a pas parlé, mais une grosse partie, 30% de l'activité est faite sur novembre-décembre avec la peak season, le cauchemar de tous les logisticiens, Noël avec Black Friday, qui est devenu Black Week, heureusement, mais pour autant, ça reste compliqué. Donc, travailler avec PFS pour les aider à faire accompagner cette croissance de 30%, les aider à passer ces pics et à gagner en productivité. Donc, il y a eu là aussi, avec PFS, des séances de brainstorming fructueuses. Et on a obtenu effectivement ces 30%, ce qui est une belle victoire. Voilà. Et ce qui pour nous était clé, c'était de s'appuyer sur une jambe droite solide, qui est capable d'absorber cette croissance et de se structurer, de se préparer pour l'avenir, tout en transformant une partie et qui demande du coup beaucoup d'alignement en interne, de discussion, d'arbitration. Et c'est vrai que du coup, l'aspect d'arbitrage, merci Cathy. Et là-dessus, du coup, l'appui opérationnel que Diagma nous a donné sur la mise en œuvre et le démarrage a été clé pour qu'on puisse garantir en fait le business de l'année en cours, qui est la clé de tout investissement futur en fait. Donc vous l'aurez compris, un beau projet. Est-ce que ça vous a donné envie de poser des questions ? Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent ? Bon, moi j'en ai, donc je vous laisse réfléchir en attendant. Je voulais savoir quand même, on a vu qu'il y avait une forte progression. L'équipe D2C, ça représente combien de personnes et ça a évolué également en nombre, en profil. C'est quoi l'équipe D2C en fait ? Parce que c'est un gros projet finalement international. Donc ça a commencé 3 personnes dans un bureau du coup en 2019 pour vraiment faire le premier business plan, un peu comme une start-up vraiment.
Et puis là, maintenant, on parle d'environ, pour l'Europe, une trentaine de personnes. Donc une partie, c'est supply chain logistique pour la prévision des ventes et aussi gestion de la distribution. Il y a de la partie politique commerciale, de la partie produit également. Et aussi après, en fait, il faut imaginer que dans tous nos marchés, tout là où il y a un site Tefal.Italie, Tefal.Espagne, il y a un gestionnaire de boutique en fait, qui est derrière ce site et qui doit s'occuper en fait, de mettre les produits en avant. Quand c'est l'été, il faut mettre les barbecues. Quand c'est l'hiver, on met les chauffages et à quel prix. Et s'aligner justement par rapport à la stratégie locale en fait, du marketing, de refléter ça sur les sites internet, de développer un maximum les ventes dans leur géographie et par rapport au contexte de compétition aussi qu'il y a localement. Donc c'est un mix en fait hybride d'une équipe régionale et un ancrage très fort local pour développer les ventes. Et alors justement, vous parliez de mettre en équation, ou plutôt de bien mettre en avant les produits au bon moment, mais j'imagine qu'il y a aussi la problématique des prix. Comment est-ce que vous faites pour ne pas avoir de cannibalisation entre les différents circuits? Parce qu'on a le D2C online, on a le D2C offline, donc vos magasins à marque, et ce que vous appelez le B2B, qui est finalement les magasins spécialisés, la GMS. Donc par rapport à toute cette offre, comment vous faites, surtout par rapport aux distributeurs spécialisés ou à la GMS, pour finalement rester copains, quoi. Enfin, garder, avoir les deux. Ça, c'est, je pense qu'un enjeu de beaucoup de groupes industriels ont eu, s'ils ont la réflexion ou ils ont lancé leur activité D2C. Un des principes stratégiques, c'était vraiment quand ce canal de vente a été créé, c'était déjà, il y a un besoin consommateur où il y a des consommateurs qui cherchent à dialoguer, le marketing appelle ça dialoguer avec la marque en direct et pas passer par le Amazon ou le retailer du coin. Ils font confiance à la marque. Le groupe SEB a des valeurs assez fortes sur la réparabilité, etc., sur l'engagement des produits. Donc il y en a qui veulent dialoguer directement et rester dans l'univers de la marque pour acheter. Donc l'objectif des sites, c'est d'informer correctement le consommateur sur nos produits. Après, la stratégie, c'est on les informe bien. S'ils veulent acheter ailleurs, tant mieux, ils achètent nos produits, mais ailleurs. Et s'ils veulent rester sur notre site, acheter, on leur offre une expérience aussi qui est bonne, mais qui ne vient pas faire la compétition promotionnelle aussi avec nos clients historiques. On veut montrer aussi qu'avec une bonne expérience consommateur, le bon discours, on est capable de mettre en valeur les atouts technologiques des produits et de les vendre à un positionnement assez élevé. Et du coup, de ne pas venir du tout faire une guerre des prix avec nos partenaires historiques. Et en fait, ça vient vraiment répondre à un besoin consommateur. Et en fait, on voit qu'on a développé au global de la part de marché. C'est-à-dire que les autres canaux ont continué à grossir et le B2C est arrivé. Et au global, les parts de marché augmentent pour tout le monde. Donc c'est un gap qui n'était pas comblé. Et on voit que sur ce type de produit d'achat peu fréquent, c'est un peu comme les vêtements, les consommateurs ils se tournent de plus en plus sur la marque en direct aussi en comportement d'achat. D'accord. Et par rapport à ces comportements d'achat, justement, les données que vous récupérez en étant en D2C, est-ce que c'est quelque chose qui peut vous aider à faire évoluer les produits, les services? Par exemple, on parlait d'économie circulaire ou de réparabilité. Est-ce que par rapport au retour que vous pouvez avoir des clients, ça peut vous aider à concevoir les produits différemment ou autre? Alors, on n'est pas encore tout à fait là, mais en fait, une des principes de débarrage, c'était de se dire, on va collecter de la donnée et on va la mettre dans un gros bac de données. On a créé un gros data hub en fait où on collecte beaucoup d'informations et au fur et à mesure qu'on monte en maturité, on vient les exploiter de plus en plus. Un exemple concret là, c'est on veut faire des produits qui sont 5 sur 5 en notation produit review consommateur. Donc en fait, par exemple, si on voit qu'il y a des dysfonctionnements qualité, etc., ça vient permettre de corriger en fait des défauts de produits et de nous améliorer sans cesse. C'est essentiellement là-dessus qu'on est. On n'est pas encore à du design poussé par les données consommateurs. Ça viendra peut-être. Maxime, tu avais une question, excuse-moi. En effet, j'ai une question, alors, et qui sera peut-être la dernière, vu l'horaire, mais la question de Cathy tout à l'heure positionnait ce volet de concurrence entre les canaux sous l'angle des prix.
Mais est-ce que d'un point de vue opérationnel, ça a été prospecté ou ça avait été tranché en amont, le fait de s'appuyer et d'appuyer ce D2C sur les moyens logistiques, les entrepôts, les stocks qui servent par ailleurs la GMS ou compte tenu, voilà, on ne pousse pas les mêmes gammes, pas la même profondeur de gamme, voilà. Mais ce parallèle, alors c'est peut-être une question qui tient du dinosaure, hein, le fait, le B2C et le B2B. J'ai pas encore 10 ans de présence sur le marché, mais peut-être que en fait, c'est une question qui aujourd'hui est évacuée tout de suite. Alors, du coup, pour essayer de répondre, j'essaie de voir, vous n'hésitez pas à rebondir quand même. Mais à la base, on a démarré vraiment sans cannibaliser, de manière très très indépendante. Et c'est pour ça qu'on est allé chercher un logisticien spécialisé dans l'e-commerce, en fait, parce que il y avait d'autres projets qui étaient déjà engagés. Il fallait réussir à créer l'activité sans être impacté par d'autres transformations que le groupe avait. Donc ça a été créé de manière très indépendante. Après, un des principes de fonctionnement et de la recette qui marche dans la preuve de concept, c'est de garder à la fois un assortiment qui permet de tout exposer ce que Seb a à offrir, mais de rester assez lean, j'ai envie de dire, j'ai que le mot en anglais qui vient, sur la taille d'assortiment vendu, parce que sinon ça fait exploser les coûts logistiques très très vite. Donc du coup, on a une rigueur en fait de politique d'assortiment. Et après, en fait, on vient se différencier par rapport au B2B en accessoirisant beaucoup nos produits. C'est-à-dire que comme on a des accessoires qui sont disponibles dans l'entrepôt, à l'entrepôt, en fait, la commande, on peut avoir l'aspirateur et la brosse pour la voiture qui sera trouvable nulle part ailleurs. Et c'est aussi comme ça qu'on se différencie. Comme on prépare unitairement les colis, c'est facile de proposer ça en différenciation par rapport à ce qu'on peut retrouver en B2B. Oui, parce que Erwan l'a dit à l'instant, en fait, la différence fondamentale entre le B2B et le B2C, et le D2C, c'est qu'en B2B, Seb expédie vers les entrepôts de ses clients, qu'il s'agisse des spécialistes de la GSA ou d'Amazon, quand Amazon est en mode 1P, hein, comme on dit chez Amazon, des palettes complètes ou au moins des colis complets, alors que là, on est en préparation unitaire. Donc, un entrepôt B2B, il est quand même fait pour expédier des volumes relativement importants directement à des entrepôts, même quand on est en flux transit, ce qui arrive par exemple chez MediaMarkt, il n'y a pas de flux stocké ou très peu de flux stocké, l'essentiel est en flux transit sur les entrepôts, mais ça reste quand même des consolidations beaucoup plus importantes. Très bien, donc ma question, vous ne vous êtes pas posée en tout cas. Pas uniquement en ces termes. Merci en tout cas à tous les quatre. Ah, on arrive au bout, je viens vers vous et ça sera pour le coup vraiment la dernière question. Je sais que le temps nous presse, mais j'aimerais savoir, aujourd'hui le groupe SEB est vraiment présent en Europe. Est-ce que dans votre vision, dans votre stratégie, vous êtes déjà présent un peu en Afrique? Sinon, est-ce que vous prévoyez le faire? Maintenant, par rapport à Diagma, qui est un cabinet de conseil, aujourd'hui en tant que cabinet de conseil, est-ce que vous avez l'impression que les entreprises sont beaucoup plus tournées vers les politiques RSE et donc font des compromis par rapport au coût, ou c'est plutôt l'inverse? Donc c'est un peu ça mes deux questions. Il y a deux questions, je peux répondre rapidement. Ouais, donc le groupe SEB a une stratégie de développement sur le marché, on les appelle les marchés émergents. Donc du coup c'est assez mix, parfois c'est par des distributeurs. C'est pas là où on est les plus forts, mais par contre, c'est un gros relais de croissance pour les années à venir. Et donc, ça se structure petit à petit, ce développement-là. Je sais qu'en Égypte, il y a un direct-to-consumer online et offline assez présent. En Turquie aussi. Sur le reste, c'est quand même un peu plus timide, on va dire. Encore. Mais certainement qu'on pourra regarder un peu ce modèle-là pour le déployer dans d'autres pays, je pense. Pour répondre sur la question de la stratégie RSE de nos clients, oui, Diagma intègre de plus en plus, de manière naturelle, cette problématique. Et par exemple, on a accompagné, on est en train d'accompagner tout juste, là, je démarre une étude demain pour une grande marque française sur l'optimisation du transport à l'échelle mondiale. On l'a fait déjà pour plusieurs marques à l'échelle européenne, et là on le fait pour une et bientôt deux à l'échelle mondiale pour intégrer ça. En pratique, c'est des marques de luxe ou de presque luxe
et pour réduire fortement le transport aérien, pour basculer en maritime. Et qu'est-ce que ça veut dire? Quelle stratégie mettre en œuvre? Quelle disposition logistique mettre en œuvre? Qu'est-ce que ça veut dire pour les entrepôts et destinations, etc. Donc c'est complètement intégré, absolument. Et en l'occurrence, sur ce projet-là, l'impact économique, l'optimisation des coûts et l'impact RSE allaient de pair. Donc, on optimisait l'un et l'autre, pas l'un ou l'autre. Ce qui est assez logique, parce que en fait, quand on produit des gaz à effet de serre, c'est qu'on consomme de l'énergie. Donc si on a une supply chain qui consomme moins d'énergie, elle va produire moins de gaz à effet de serre. C'est mécanique. Et si elle consomme moins d'énergie, elle est moins coûteuse. Eh bien, merci à tous les quatre. Merci Cathy pour cette animation. Merci à toi, merci. Et merci à vous pour votre écoute attentive et votre participation. Bonne soirée à vous.